Latte. Christophe Ondelatte. Voici une histoire criminelle de 2007 à la Grande Motte dans l'Hérault. L'assassinat de Paul Missler à la sortie d'une boîte à partouze. Vous allez y retrouver le trio magique, le mari, la femme et l'amant. Et à la fin de l'enquête, une issue assez surprenante. J'ai écrit cette histoire avec Thomas Audouard, la réalisation est de Céline Lebras. Europe 1, Christophe Ondelatte. Je vous emmène à la Grande Motte dans l'Hérault, dans la nuit du 21 au 22 avril 2007, vers 3 heures du matin, devant un club échangiste, le Vénouzien, un peu à l'écart du centre-ville. Vous voyez le couple là, qui sort ? Oui, je l'ai remarqué moi aussi, le monsieur est sensiblement plus âgé que la dame. Oh, faites pas le rabat-joie, il a 60 ans, elle en a 40. Mais ils sont mariés, hein, vous savez. Échangistes mais mariés. Lui s'appelle Paul, et elle Diane. Paul et Diane Missler. Ne les perdez pas de vue. Lui qui s'approche de leur voiture, et elle qui s'attarde un peu dans les buissons. Concentrez-vous sur lui parce que c'est lui qui va mourir. Il sort les clés de sa poche, il va pour ouvrir sa voiture. Et vous voyez le type qui vient de surgir, c'est pas un fusil qu'il a à la main, c'est un fusil harpon, une arme de plongée. Et bim, il lui envoie une flèche dans l'épaule. Paul Missler hurle, il titube. Et l'autre enchaîne, et cette fois, il le larde de coups de couteau. Bim, 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 bim. On n'arrive pas à les compter. Et il se tire, en courant. Et là arrive un certain Jérémy qui était sur le parking, aussitôt rejoint par Diane. Il a tout vu. Et c'est lui qui appelle les secours. Mais trop tard, quand les pompiers arrivent, Paul Missler est mort. Les policiers de la municipale arrivent à leur tour. Ils interrogent Diane qui est en état de choc. Je sais que c'est difficile, madame. Mais tentez de nous répondre. Est-ce que vous avez vu l'agresseur ? Je l'ai seulement vu partir en courant. Vous pouvez nous le décrire ? La seule chose que j'ai vue, c'est qu'il portait une chemise noire. Finalement, ce sont les gendarmes qui récupèrent l'affaire. Ils ratissent immédiatement le quartier. D'après le témoin, le type est parti en courant. Il n'est pas loin. Et assez vite, il localise un bonhomme. Là, regarde, il est là. À peu près à 400 mètres des lieux du crime, un type à moitié planqué sous une voiture, avec les jambes qui dépassent. Sortez de là. Les mains en l'air. Voilà. Les mains en l'air. Très bien. Les gendarmes le fouillent. Il a ses papiers sur lui. Il s'appelle Franz Diegelmann, il a 40 ans, il est serveur dans un café de la Grande Motte. Et il est bourré comme un coin. Et bavard, hein. Je l'ai tué par amour. Parce que je l'aime, moi, Diane. On est ensemble. Et je sais qu'elle m'aime aussi. Donc ce serait un crime passionnel. Ce Franz Diegelmann aurait tué Paul Missler par jalousie pour récupérer sa maîtresse à 100%. Sur le papier, en l'état, c'est assez improbable parce que je vous rappelle que les Missler, mari et femme, sortent d'un club échangiste. La fidélité n'est pas la philosophie principale de l'échangisme. En attendant, laissons ce Diegelmann décuver. Il file en cellule de dégrissement. Et elle, qu'est-ce qu'elle a à dire ? Pour l'instant, il n'y a rien à en tirer non plus. D'après les pompiers qui viennent d'arriver, elle est en état de choc. On va être contraint de la placer sous sédation. Vous ne pourrez pas l'interroger pour le moment. Hein ? Les pompiers la ramènent chez elle, où elle retrouve son fils de 7 ans, leur fils de 7 ans, à qui elle va devoir expliquer que son papa a été assassiné.
Je me dis que, le temps que l'autre dessoule, j'ai le temps de vous raconter 2 ou 3 choses sur ce couple. Ce couple que formaient Diane et Paul Missler, le mort. Un coup de foudre dans l'avion. 20 ans de différence d'âge, certes, mais Paul Missler porte beau, comme on dit. Avec, après le coup de foudre, un petit problème à régler, ils sont en couple tous les deux. Mais qu'importe, Paul quitte sa femme et Diane quitte son compagnon. Ils se marient 1 an après, le 1er juillet 1998. Et ils s'installent à la Grande Motte. Paul a de l'argent, il dirige un grand groupe bancaire à Montpellier. Diane n'en a pas, qu'importe. Paul fait l'acquisition de 2 magasins de vêtements et de chaussures, et Diane en devient la gérante. Et 1 an plus tard, naît un enfant, un petit garçon. Voilà donc l'histoire de ce coup de foudre qui aurait donc tourné vinaigre au point que Diane prenne un amant, ce Franz Diegelmann, qui par jalousie vient donc de tuer son mari. On vient de recevoir le rapport d'autopsie. Il n'y a pas allé de main morte, ce Diegelmann. Le légiste a compté les coups de couteau. Il y en a 20. Il conclut, l'agresseur a fait preuve d'un acharnement contre la victime qui démontre qu'il avait l'intention de tuer. C'est le moins que l'on puisse dire. Après avoir dessoulé, Franz Diegelmann se retrouve le lendemain face aux gendarmes, à la gendarmerie de Lunel. Écoutons ce qu'il a à dire. C'est simple, j'ai voulu mettre fin au calvaire de Diane. De quel calvaire est-ce que vous parlez, monsieur? Son mari lui imposait des orgies sexuelles. Elle n'était pas consentante. Il les lui imposait. Et s'il fallait, par la violence. De quel genre de violence? Un jour, par exemple, elle était blessée aux fesses. En fait, c'est son mari qui lui avait arraché son string trop violemment, vous voyez. Il la vendait. Il l'a frappée, il l'a violée, il l'obligeait à se prostituer. Elle était totalement asservie à lui. Je pouvais plus supporter ça. Parce que moi, je l'aime, Diane. Ouais. Moi, je l'aime. Comment est-ce que vous vous êtes rencontrés, Madame Missler et vous? Et d'ailleurs, c'était Cannes. Et c'était il y a 2 ans. J'étais serveur dans la pizzeria qui est juste à côté de sa boutique de chaussures. Et donc, bon, à force de se croiser, un jour, on s'est parlé, quoi. Et puis après, le matin, je balayais devant sa boutique. Et puis, après, vers 11h, elle venait boire le café. Enfin non, elle buvait du thé au citron. Et puis, voilà, le temps passant, on est tombé amoureux. Et on a pris l'habitude de se voir tous les matins, à 9h. Elle passait chez moi. Elle arrivait avec des viennoiseries, et puis, voilà, on faisait l'amour, quoi. Il raconte ensuite que Diane a mis des mois à se confier à lui. Et petit à petit, elle a commencé à me dévoiler le calvaire qu'elle vivait, quoi, avec lui. Et puis début juin 2006, un matin, elle n'est pas venue. Elle m'a appelé en pleurs pour me demander de la rejoindre. J'y suis allé. Et là, elle m'a dit qu'elle avait été violée par son mari et par 2 hommes. Et moi, à chacune de ces révélations, quoi, j'étais dans une souffrance terrible, quoi. Ce qu'elle vivait était atroce. Ça m'était insupportable. Il fallait en finir, quoi. Bien. Alors, monsieur, revenons à la soirée d'hier. Qu'est-ce que vous faites avant de passer à l'acte? J'ai fini mon service vers 1h30 du matin. Après, je suis rentré chez moi. J'ai fini mon service vers 1h du matin. Et après, je suis pas rentré chez moi. Je suis allé au bar du casino. Là, j'ai pas mal bu. Et puis j'ai gambergé aussi. J'ai imaginé Diane.
entre les mains d'autres hommes. Et puis vers 2 heures du matin, d'abord je suis allé chez eux, et puis j'ai vu que les lumières de leur appartement étaient éteintes, et que la voiture n'était pas là. Et donc une fois de plus, j'en ai déduit qu'il avait encore forcé Diane à aller au Vénusia, quoi. Il raconte qu'il avait un fusil harpon dans le coffre de sa voiture et un couteau dans sa boîte à gants. Il est allé se garer sur le parking et il a attendu leur arrivée. Et l'arme, monsieur? Le couteau, où est-il? Je sais pas, je l'ai jeté en m'enfuyant. On ne le retrouvera jamais. Alors quelle impression retirez-vous de ce premier interrogatoire? Si ce qu'il dit est vrai, c'est-à-dire que si l'autre avait fait de sa femme une esclave sexuelle, s'il la battait, s'il la forçait à coucher avec d'autres hommes devant une cour d'assises, ce Diegelmann peut s'en tirer à très bon compte. On conclura que le mort était un salaud, et que tuer un salaud, ma foi, c'est moins grave que de tuer un brave type. Les jurys d'assises, vous savez, sont sensibles à ce genre d'histoire. Si elle est vraie. Parce qu'à côté de ça, Paul Missler a plutôt bonne réputation à la Grande Motte. Il a dirigé un groupe bancaire, il est président d'une association française de banquiers. Certains savaient pour les parties de jambes en l'air, au Vénusia et ailleurs, mais personne ne l'imagine en tyran domestique. Personne. Dans la foulée de sa garde à vue, les gendarmes procèdent à une perquisition chez Franz Diegelmann. A priori, il n'a pas menti sur sa relation avec Diane. Dites, monsieur, à qui appartiennent ces bas de femme-là, qu'on vient de retrouver près de votre lit? Ils appartiennent à Diane. Et puis dans un tiroir, les gendarmes découvrent un croquis, un plan dessiné à la main, qui reproduit très précisément le lieu du meurtre. On reconnaît le Vénusien, le parking et l'emplacement de la voiture. Et ça n'est pas bon du tout pour Diegelmann. Ça signe la préméditation. Il avait préparé son coup. Et vous noterez que ça n'est pas exactement ce qu'il a dit en garde à vue. En garde à vue, il a fait passer le meurtre pour un coup de sang, alors qu'il avait bu. Il a menti. Et s'il a menti sur ce point, alors on peut douter de tout le reste. En attendant, il est présenté à un juge d'instruction qui le met en examen pour assassinat et qui l'expédie à la maison d'arrêt de Villeneuve-les-Maglones, charmante prison moderne collée à l'autoroute. Et maintenant, qui a-t-on envie d'entendre? Allô? Oui, Diane. Elle est convoquée à la gendarmerie en qualité de témoin. L'enjeu est de savoir si elle confirme avoir été victime de son mari. Le temps qu'elle s'assoit face aux gendarmes, laissez-moi vous dire à quel point cette femme est belle. Une beauté noire, stupéfiante. Bref. Alors? Eh ben non. Mon mari m'a jamais forcé à quoi que ce soit. J'ai toujours été consentante sur tout. On avait une vie libertine. Mais moi, je l'aimais beaucoup, Paul. Beaucoup. Vous confirmez que Franz Diegelmann est votre amant? Oui. Lui dit que vous lui avez parlé d'exactions que votre mari commettait à votre endroit. D'exactions? Moi, de toute façon, j'ai jamais parlé de mes relations intimes avec Franz. Mais c'est faux. Comment expliquez-vous que M. Diegelmann ait pu savoir que vous étiez au Vénusia? Sans doute parce qu'il nous pistait. Moi, non, je lui ai jamais dit que j'y étais déjà allé. Très intéressant. Ça n'est plus du tout la même histoire. Et c'est pas fini. Quelle était, madame, la nature de votre relation avec Franz Diegelmann? Un amant? C'était sexuel, rien de plus. Uniquement sexuel. Lui parle d'une relation amoureuse. Amoureuse, non. Non, c'est de la mythomanie. Et vous ne pensez pas qu'il attendait davantage?
Si, sûrement. Franz est un toutou qui en veut toujours plus. Mais pour moi, les choses étaient claires. Et a priori, on a tendance à penser que c'est plutôt lui qui ment. Mais les gendarmes sont professionnels. Ils s'intéressent aussi à elle. Ils étudient ses relevés téléphoniques. C'est bien intéressant ça aussi. Pour un amant occasionnel, elle l'appelle beaucoup, son Franz. Y compris la veille du meurtre. Elle l'appelle à plusieurs reprises. Et elle lui envoie des SMS. Et donc, les gendarmes placent la souris sur écoute. Et là encore, c'est très instructif. La Miss a un sacré rendement. Elle a des amants partout en France, et même à l'étranger. Une pétroleuse. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est le sujet des conversations qu'elle a avec ses amants. Elle parle de sexe, c'est vrai. Mais pas que. Elle parle surtout d'argent. J'aurais besoin que tu m'envoies un peu d'argent. C'est important, c'est un peu urgent. Tu peux le faire ? Et à part ça, elle ne parle jamais de son mari, Paul, ni de sa mort. Alors bien sûr, les gendarmes lui demandent de s'expliquer sur cette gourmandise financière. Elle donne une explication qui, ma foi, est assez convaincante. Depuis la mort de Paul, les gens viennent plus au magasin, quoi. Et moi, j'ai bien besoin d'argent pour vivre. Ouais. Ça tiendrait si, une fois la somme empochée, elle n'allait pas la dépenser dans les restaurants et les boîtes de nuit du coin, et pas avec celui qui lui a fourni la thune. Les veuves joyeuses attirent toujours l'attention. Essayons de répondre à une question. Est-ce qu'elle avait intérêt à ce que Paul meure ? Eh bien, la réponse est non. Au contraire. Avec la mort de Paul, elle a tout perdu. Elle n'hérite pas. Ils avaient un projet tous les deux, d'aller s'installer sur l'île de la Réunion. Paul y avait acheté une belle maison face à la mer avec une piscine pour 600 000 € qu'ils avaient commencé à meubler. Bye bye, la maison. Avant, ils avaient beaucoup voyagé, ils étaient allés notamment au Brésil. Fini les voyages. Donc, et ça c'est important, Diane n'avait aucun intérêt à voir mourir Paul. Et le temps passe dans cette enquête. 1 mois, 2 mois, 6 mois. Et les gendarmes finissent par se demander si Diane ne serait pas l'instigatrice du meurtre de son mari, le commanditaire. Auquel cas, pour l'instant, Franz Diegelmann la couvre. Parce qu'il est très amoureux. Et ça se confirme. Depuis sa prison, il lui écrit tous les jours, et même certains jours, 3 lettres. Des lettres qui sont bien sûr interceptées et décortiquées par la juge d'instruction. Il y est question de retrouvailles, de vie à deux. Franz Diegelmann écrit aussi qu'il regrette son geste. Il lui demande pardon. Et surtout, il lui demande d'être là quand il sortira. Il est raide dingue de cette fille. Au point d'avoir tué son mari pour lui être agréable, parce qu'elle le lui a demandé. Notez néanmoins que Diane Missler ne répond à aucune de ses lettres. En octobre, 6 mois après le meurtre, la juge fait venir Diegelmann dans son bureau, dans l'espoir de le faire craquer. Et elle lui dit la vérité. Vous savez, monsieur Diegelmann, que vous n'étiez pas loin de là le seul amant de madame Missler. Et depuis que vous êtes en prison et que son mari est mort, je dois vous dire qu'elle s'en donne à cœur joie. Sur sa chaise, Franz Diegelmann a beaucoup de mal à encaisser le coup. La juge en profite. Alors, je vais vous lire quelques extraits de la déposition que madame Missler a faite à votre sujet. Voyons. Oui, voilà. Je ne l'aime pas. Je ne l'aimerai jamais. J'aimais mon mari. Mon mari, écoutez bien ça, mon mari ne m'a jamais frappé, jamais prostitué, jamais forcé à m'offrir à d'autres hommes. Un commentaire, monsieur Diegelmann ? C'est très cruel, très cruel.
Et elle voit bien qu'il accuse le coup. Parce que il paraît clair qu'il a cru que c'était vrai. Il a cru que Paul battait Diane. Et s'il l'a cru, c'est parce qu'elle le lui a dit. Et si elle le lui a dit, c'est peut-être pour le remonter comme un coucou et pour le pousser au meurtre. Mais aujourd'hui, là, devant la juge, Franz Diegelmann ne craque pas. Il ne la lâche pas. Mais la juge sait qu'elle a semé une graine et qu'à partir de maintenant, dans sa cellule, il va gamberger. Et c'est assez bien joué, parce que 2 jours plus tard, Franz Diegelmann rédige un courrier à la juge. Diane est la commanditaire de l'assassinat de son mari. Il raconte notamment le week-end qui précède l'assassinat, leur premier week-end en tête-à-tête. Ils sont allés à Paris. Bel hôtel, bon restaurant, nuit d'amour. Et il dit que pendant tout le week-end, elle lui a mis la pression. Elle l'a remonté. Paul allait l'emmener au Vénusia, encore une fois, l'offrir à d'autres hommes. Et là, elle lui aurait dit « Arrête de dire que tu m'aimes, tu parles mais tu n'agis pas. » Et elle aurait ajouté « Fais en sorte que samedi prochain soit la dernière fois qu'il bande. » Incroyable. Elle lui aurait demandé clairement de tuer son mari. Mais est-ce que dans cette lettre, Diegelmann dit vrai? Est-ce qu'il n'invente pas tout ça pour atténuer sa responsabilité? Il a dû anticiper la question parce que, dans sa lettre, il livre une preuve matérielle à la juge. Le croquis retrouvé chez lui, qui représente le parking, la boîte de nuit et la voiture, il dit que c'est elle qui l'a dessiné. Et il enfonce le clou en révélant qu'avant ça, il y a eu 2 tentatives de meurtre contre Paul Missler. Une fois, Diane l'aurait envoyé dans la région de Toulouse, chez une amie à elle, récupérer une poudre empoisonnée en provenance de Madagascar. Et il donne la date et l'adresse. Et il raconte qu'une autre fois, Diane l'aurait missionné pour entrer en contact avec un tueur à gages corse. Et là, il donne le nom. Dans cette enquête, la donne a totalement changé. Le 14 novembre 2007, 7 mois après le meurtre, Diane Missler est interpellée et placée en garde à vue. Monsieur Diegelmann, madame, évoque une poudre maléfique que vous lui auriez demandé d'aller chercher à Toulouse. Est-ce que vous confirmez? C'est n'importe quoi, enfin. Si je voulais empoisonner mon mari, pourquoi est-ce que je le tue pas à Madagascar avec cette poudre-là? On y allait 2 fois par an à Madagascar, parfois 3. Pourquoi ramener ça en France? Pourquoi demander ça à France? Il n'y avait pas de raison, enfin. Un point pour Diane, d'autant que aucun poison n'a été détecté dans le corps au moment de l'autopsie. Elle dit par ailleurs qu'elle ne connaît pas de tueur à gages corse. Quant au dessin, au croquis du parking, la juge commande une analyse graphologique. Croyez-en mon expérience, ce genre d'expertise ne vaut pas grand-chose. Mais bon, l'expert dit que le dessin n'est pas d'elle. Reste une question qui intrigue les gendarmes depuis le début. Dites-moi, madame, pourquoi est-ce que vous n'étiez pas aux côtés de votre mari au moment de l'agression? En sortant du Vénusia, hein, on s'est arrêtés tous les 2 pour uriner dans des buissons. Bon, forcément, mon mari a terminé avant moi. Et donc, c'est simple, quoi. Il est allé à la voiture tout seul, et puis, moi, quand j'ai eu fini, il a fallu que je nettoie mes chaussures avec des feuilles. J'en avais mis partout. Et puis, j'étais en talons aiguilles, c'était pas évident de marcher sur le dallage. J'ai même trébuché dans un trou. Donc voilà, c'est simple, quoi, ça. Ça m'a ralenti. Explication crédible. Et donc, après 48 heures de garde à vue, elle rentre à la maison. Mais l'instruction se poursuit, et assez tardivement, en juin 2008, les gendarmes mettent la main sur le coffre-fort de Paul Missler. Et à l'intérieur, ils trouvent un document très intéressant. Une demande de divorce de Paul Missler, qui date de 2006, quelques mois avant sa mort. Jusque-là,
Il n'a jamais été question de divorce entre les deux tourtereaux. Mieux que ça. Sur une feuille de papier, Paul Missler consigne les absences de sa femme. Il voulait donc demander le divorce pour faute. S'il était allé jusqu'au bout, elle n'avait rien. Ni logement, ni pension alimentaire, ni boutique, rien. Les gendarmes interrogent un ami de Paul. Il confirme. Ah oui, je me souviens, oui. Une fois, on était allé à la pêche ensemble. C'était quand 6 mois avant sa mort, hein. Il m'a dit qu'il voulait divorcer. À la fin de son instruction, la juge a des doutes. Elle n'a pas de certitude quant à l'implication de Diane. Et comme elle a des doutes, normal, elle renonce à la poursuivre et à la renvoyer devant la cour d'assises avec Franz Diegelmann. Elle rend donc ce qu'on appelle une ordonnance de non-lieu. Mais la famille de Paul Missler, qui est convaincue qu'elle n'est pas innocente dans ce crime, fait appel. Et elle obtient gain de cause. Diane Missler sera donc jugée comme complice de l'assassinat de son mari. Le procès s'ouvre le 19 avril 2011 devant la cour d'assises de Montpellier. Diane Missler comparaît libre. En toute logique, elle n'a donc pas à aller s'asseoir aux côtés de Diegelmann dans le box puisque lui est en prison et pas elle. C'est l'usage. Mais le président ne l'entend pas de cette oreille. « Madame, s'il vous plaît, veuillez aller vous asseoir dans le box. Allez-y, je vous prie. » Son avocate pousse des cris d'orfraie, mais le président ne cède pas. Et donc, les voilà côte à côte, Diegelmann et elle. Ils n'ont pas un regard l'un pour l'autre. Interrogé le premier, Diegelmann reconnaît qu'il s'est trompé. J'ai fait une erreur impardonnable, quoi. Je pensais que Paul Missler était le pire des hommes. Et il maintient que Diane Missler est l'instigatrice de l'assassinat. Les jours suivants, les débats se focalisent autour de Diane Missler. Les uns après les autres, ses amants sont appelés à la barre. On ne voit pas bien l'intérêt, ils n'ont rien à voir dans cette affaire. La plupart d'entre eux ne connaissent même pas Paul Missler. Dans son box, Diane garde la tête haute. Elle est un peu arrogante, peut-être. Et voici venue l'heure du réquisitoire de l'avocat général. Je vous demande contre monsieur Diegelmann une peine qui ne saurait être inférieure à 18 années de réclusion criminelle. Et contre Diane Missler, que je considère comme la meurtrière intellectuelle de cette affaire, je vous demande une peine qui ne saurait être inférieure à 22 années de réclusion criminelle. Il demande plus pour elle que pour lui qui a tué. Et les jurés le suivent. Franz Diegelmann est condamné à 22 ans et Diane Missler à 25 ans de prison. Sur son banc, elle est stupéfaite. Elle fait appel, bien sûr. Mais en appel à Perpignan, la même logique s'impose. Elle prend toujours plus que lui. 18 ans et 15 ans pour Franz Diegelmann. Voilà donc pour cette histoire que nous allons maintenant débriefer avec vous, maître Michael Corbier du barreau de Montpellier. Vous étiez dans ce dossier l'avocat de Franz Diegelmann. Une question d'ailleurs intéressante. Que vous demande à la veille du procès d'assises Franz Diegelmann? Est-ce qu'il vous demande de l'enfoncer elle? Non, pas particulièrement de l'enfoncer elle, de simplement rendre compte de ce qui est la réalité de sa participation à lui dans ce dossier, ce qui a été développé au long de l'instruction, c'est-à-dire reconnaître qu'il est le bras armé, évidemment, dans l'assassinat de Paul Missler, mais que c'est elle qui est la commanditaire.
Hmm. Il n'est plus du tout amoureux à ce moment-là. Il reste plus rien Ah de non. cette passion qu'il avait pour elle. Non, mais je dirais que peu de temps avant le procès, il avait encore des sentiments amoureux pour Diane Muster. Ça faisait partie d'ailleurs de nos échanges. Chaque fois que j'allais lui rendre visite à la maison d'arrêt, on parlait aussi de cette relation avec Diane. Et il a mis des mois et des mois, alors qu'il était détenu, à se détacher effectivement complètement de Diane. C'est un verdict étonnant, maître, parce qu'il est assez rare que le complice, et Diane Missler était jugée et elle a été condamnée comme complice d'un assassinat, soit plus condamné que l'auteur des faits lui-même. Alors à votre sens, qu'est-ce qui a fini par convaincre les jurés que son poids dans le crime était plus lourd que celui qui avait tué? C'est un ensemble de choses, évidemment, un faisceau d'éléments, un faisceau d'indices. Tout d'abord, il y a la dissection qui se fait à l'audience de cette relation amoureuse entre Diane Missler et Franz Diegelmann. Le déséquilibre amoureux, le fait que manifestement Franz Diegelmann était inféodé à cette relation amoureuse qui était totalement déséquilibrée. Il y a ensuite toutes les contradictions de Diane. Il y a son attitude durant l'instruction. Elle est placée sur écoute, vous l'avez évoqué tout à l'heure. On s'aperçoit qu'elle continue à mener sa vie amoureuse de façon aussi libérée qu'auparavant. Il y a les propos qu'elle tient au téléphone sur la mort même de son mari dans les circonstances affreuses que vous avez évoquées tout à l'heure, et qui n'entraîne pas chez elle une émotion particulière. Elle en parle avec beaucoup de détachement, elle est d'humeur badine. Le lendemain des faits, par exemple, elle va faire ses courses au supermarché avec l'épouse de Franz Diegelmann, puisqu'il est toujours marié à cette époque-là, sachant que c'est lui qui est le responsable de la mort de son mari. Il est d'ailleurs en garde à vue alors qu'elle fait ses courses avec l'épouse de Franz Diegelmann. Et l'épouse de Franz Diegelmann, qui sera entendue, va même dire aux enquêteurs qu'elle lui dit à ce moment-là qu'elle va se charger de lui trouver un avocat parce qu'il faut qu'il soit bien défendu. Voilà quelques exemples qui me viennent comme ça à l'esprit, mais il y a des dizaines et des dizaines de petites choses qui vont finir par faire admettre à la cour d'assises que la responsabilité morale première incombe à Diane Missler et que sans cette responsabilité-là, il n'y aurait pas eu le passage à l'acte de Franz Diegelmann. Meurtrière intellectuelle, comme dit l'avocat général, c'est une expression intéressante. Oui, c'est ça, c'est ça. Elle a conceptualisé et on se rend compte quand on analyse l'ensemble de la procédure que elle a agi avec une malice particulière dès le début de sa relation avec Franz Diegelmann. Dans les premiers temps, c'est une relation amicale, on boit le café ensemble, et puis un beau jour, elle arrive à l'occasion de ce rendez-vous pour partager un café avec une Minerve. Franz, bien sûr, s'inquiète de son état, lui demande ce qui a pu lui arriver, puis elle lui dit qu'elle est tombée dans les escaliers, mais elle reste assez mystérieuse. Quelques semaines après, elle boite, Franz lui demande ce qui lui est arrivé, et puis à nouveau, elle est tombée. Il se rend bien compte donc qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, mais elle prend bien soin de ne pas lui en dire trop et finalement de le laisser mordre à l'hameçon. Et puis une fois qu'elle est sûre de la dépendance affective de Franz Diegelmann, les choses vont s'accélérer jusqu'à l'assassinat de son mari. J'entends bien ce que vous me dites, maître Corbier, mais il n'y a aucune preuve que ça s'est passé comme ça. Le coup de la Minerve, c'est parce que Franz Diegelmann le raconte, mais personne d'autre ne se souvient de l'avoir vu ce jour-là au bistrot avec une Minerve pleurnichant ou laissant entendre que son mari avait pu la pousser. Oui, mais c'est un élément qui ne compte pas plus que les autres. Ce qui compte, c'est l'addition de ces éléments. Franz Diegelmann, sur le poison qu'il va chercher entre Toulouse et Montauban, chez Marie-Olivienne, qui est la meilleure amie de Diane Missler, on va faire des vérifications. Effectivement, Franz se trouvait ce week-end-là chez Marie-Olivienne. On n'a pas la preuve formelle, bien sûr, qu'il est allé prendre possession de ce médicament. Parmi les différents scénarios qui ont été évoqués, Franz Diegelmann dit qu'il a été question, à la demande de Diane, d'assassiner Paul en empoisonnant un traitement que celui-ci prenait par piqûre, me semble-t-il, contre la chute des cheveux. Alors ça, bien sûr, c'est un élément qui paraît comme ça anodin, mais on va vérifier et on va se rendre compte qu'effectivement, à l'époque, M. Missler prenait un traitement contre la chute des cheveux, que c'était un traitement par piqûre. Donc c'est tout un ensemble de petites choses qui, additionnées les unes aux autres, font que la responsabilité de Diane paraît incontournable aux yeux de tous.
Est-ce que ce qui ne joue pas aussi, c'est l'attitude de votre client? On le voit bien d'ailleurs dès la première garde à vue. C'est un type qui assume. Il se cache pas derrière son petit doigt. Il cherche pas à nier les faits. Il reconnaît sa part du crime sans problème. Absolument. Dès le départ, alors il y a comment dirais-je, une évolution dans sa position, dans sa garde à vue, dans les premiers interrogatoires, il couvre Diane Missler et il dit qu'il a agi uniquement par jalousie. Et puis après, bon, il va raconter la réalité. Alors ce qui fait qu'il change de position, qu'il évolue dans ses déclarations, c'est l'interrogatoire du mois d'octobre auquel vous avez fait référence tout à l'heure. Alors cet interrogatoire, moi je prends connaissance quelques semaines avant de la position de Diane Missler et j'en fais part à Franz Diedelmann qui Donc vous l'avez qui est préparé complètement avant qu'il ne soit interrogé par la juge d'instruction. Il sait déjà qu'elle avait d'autres amants, qu'elle ne l'aimait pas, qu'elle l'a trahi. Ah oui, oui. Bien sûr, bien sûr. Et je lui dis surtout qu'elle nie la relation amoureuse, qu'elle dit simplement que c'était une affaire de sexe entre eux, qu'il n'y avait pas de sentiments amoureux. Alors la France est complètement dépitée, mais pour autant, devant le juge d'instruction, il va rester campé sur ses positions. Et puis vous l'avez dit, il va écrire quelques jours après, 2 ou 3 jours après, il écrit au juge et il m'écrit à moi. Et son courrier commence ainsi, je crois: Maître, je ne vais pas vous surprendre, j'ai assassiné Paul à la demande de Diane. Alors, l'une de vos victoires, pardon de le dire comme ça, mais c'est que vous êtes parvenu tout de même à effacer un point essentiel de ce dossier, c'est qu'il lui a administré à Paul Missler 20 coups de couteau. Je raconte des affaires criminelles depuis des années et des années. Sont en général les psychopathes qui, comme ça, lardent de coups de couteau, 20 coups de couteau. Chacun peut se représenter ce que c'est que de donner 20 coups de couteau à quelqu'un. Et alors, à la fin, il est condamné à 15 ans de réclusion criminelle. C'est assez rare qu'un type qui a donné 20 coups de couteau prenne 15 ans. Qu'est-ce qui s'est passé là pour qu'on oublie ça? On a considéré, semble-t-il, que son libre arbitre avait été atténué par cette relation affective, par cette dépendance affective. On a des tas d'éléments qui permettent de dire que même si elle ne lui disait pas les choses tout à fait clairement et qu'elle utilisait volontiers les périphrases, elle invitait régulièrement Franz à agir. Elle lui disait: tu m'aimes mais tu n'agis pas, tu n'es pas un homme. Si tu m'aimes, fais quelque chose pour que ce cauchemar cesse. Franz n'est pas quelqu'un d'agressif, de violent, mais ce jour-là, il s'arme à la fois de ce harpon et de ce couteau, mais aussi pour s'armer de courage, parce que il sait qu'il va devoir montrer à Diane à quel point il l'aime et que ça va passer par l'agression de Paul. Une autre question, la question du mobile, Maître Corbier. Au final, pourquoi est-ce il est si simple de divorcer en prenant un bon avocat, ça va vite, puisqu'elle n'a pas de bénéfice financier dans cette affaire. Pourquoi ne divorce-t-elle pas le plus simplement du monde pour vivre une autre vie avec d'autres hommes? Alors, je pense qu'elle a un bénéfice financier. Je pense qu'elle a plus à gagner en faisant assassiner son mari qu'en acceptant une procédure de divorce dans laquelle Elle est en faute. Elle n'avait pas le beau rôle. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, on va découvrir chez le notaire de Paul Missler, dans le coffre du notaire, un ensemble de documents que Paul avait mis à l'abri, et notamment un registre sur lequel il consignait toutes les absences du domicile conjugal de Diane. Et il y en a dès le mois d'août 1998, alors qu'il se marie en juillet, ces absences à l'occasion desquelles elle va rejoindre ses amants. Il a constitué un dossier, il y a des plaintes, il y a des constats d'huissier de son absence au domicile. Il a un dossier qui montre qu'elle a délaissé le domicile conjugal, qu'elle lui a laissé leur enfant sans s'en soucier. Elle sait que dans un divorce, elle aura beaucoup à perdre, alors que en faisant assassiner son mari, il y a quand même des bénéfices. Il y a une assurance décès sur la tête de Diane d'un montant de 145 000 euros qui lui revient en cas de disparition de Paul Missler. Et puis il y a une assurance décès de 330 000 euros sur la tête de leur fils qui revient donc à leur fils en cas de décès de son père. Et puis il y a les biens immobiliers qui, eux, tomberont dans la succession, je dirais, ordinaire et qui seront partagés. Mais il y a, sur le plan matériel stricto sensu, plus à gagner dans l'hypothèse d'une disparition tragique, accidentelle, que dans un divorce. de Paul Missler, que par un divorce. Je vous remercie infiniment, Maître Corbier du barreau de Montpellier, d'avoir accepté de revenir sur cette affaire.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr. Stéphane Albouy, directeur de la rédaction du Journal du Dimanche. Le Journal du Dimanche lance le JDD Magazine, un magazine littéraire et d'enquête d'un nouveau genre, en 3 parties. Le livre. Ce que les écrivains disent de notre époque. L'enquête. Pour une nouvelle lecture de l'actualité. Le beau. Quand la mode et l'art de vivre rencontrent la littérature. JDD Magazine, le nouveau mensuel en kiosque et en version numérique.